Le 11 mai 2025, Clara Chapaz, ministre déléguée au numérique, déclare dans une interview à la Tribune « Les réseaux sociaux avant 15 ans, c'est non ». Cette proposition, présentée comme du bon sens, pose une question essentielle. Comment fait-on pour vérifier l'âge d'un internaute? Et la seule réponse possible, c'est l'identification. Ce qui nous amène à une autre question bien plus vaste. Vivons-nous la fin de l'anonymat en ligne? Dans cette vidéo, nous allons analyser les enjeux d'une telle proposition et les dérives qui peuvent en découler. L'argument avancé par Clara Chapaz est sanitaire. Les réseaux sociaux nuisent gravement à la santé des jeunes. Et les études validant ce point s'accumulent. Usage compulsif, addiction, perte de sommeil, isolement social, cyberharcèlement, exposition à des contenus inadaptés, pression esthétique, comparaison sociale permanente, anxiété et développement de troubles alimentaires. L'impact est tel que des collèges participent aujourd'hui à des opérations 10 jours sans écran pour tenter de redonner de l'espace à la vie réelle. La ministre s'appuie aussi sur un raisonnement d'intérêt général. On interdit l'alcool ou le tabac aux mineurs. Pourquoi pas l'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans? Mais nous rencontrons ici déjà un problème bien français, l'accentuation des normes alors que les règles présentes ne sont déjà pas respectées. En effet, actuellement, les plateformes ne respectent pas leurs engagements. Légalement, l'accès aux réseaux sociaux est interdit avant 13 ans, mais en pratique, un enfant peut s'inscrire en mentant sur sa date de naissance. Aucun véritable contrôle n'existe. Selon l'étude Borne Sociale, publiée en 2024, 75% des enfants de moins de 13 ans utilisent régulièrement au moins une application sociale. La France a déjà voté une loi en 2023 imposant le consentement parental pour les enfants de moins de 15 ans. Mais cette loi reste aujourd'hui inapplicable car elle rentre en conflit avec le cadre réglementaire européen. La Commission européenne craint qu'une mise en œuvre nationale de ces obligations ne fragmente le marché unique numérique. En l'absence d'une régulation harmonisée à l'échelle de l'Union européenne, les plateformes rechignent à déployer des dispositifs spécifiques à chaque pays. Résultat, sans feu vert européen, les décrets d'application français restent bloqués. Malgré cela, Clara Chapaz veut aller plus loin et interdire aux moins de 15 ans de façon stricte l'utilisation des réseaux sociaux. Bien évidemment, la France n'est pas le seul pays à réfléchir à la protection des mineurs sur les réseaux sociaux. Au Royaume-Uni, par exemple, la Online Safety Act, adoptée en 2023, est une loi qui impose aux plateformes numériques des obligations de protection renforcées pour les mineurs. Il n'y a ici pas d'âge minimum fixé, mais une imposition de mécanismes de vérification de l'âge des utilisateurs, ainsi que la suppression rapide des contenus inappropriés. Aux États-Unis, des États comme l'Utah ou l'Arkansas ont voté des lois imposant l'autorisation parentale pour l'accès aux réseaux sociaux des mineurs. Cependant, ces lois ont été attaquées en justice pour atteinte au premier amendement et via différents processus, tant en Arkansas qu'en Utah, les lois ont été stoppées avant leur mise en application. L'Australie a voté une loi en 2024 interdisant l'accès pur et simple aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. C'est l'une des mesures les plus strictes au monde. L'Australie, qui va déployer cette loi, la mettre en vigueur cette année, en 2025, sera un pays test en grandeur nature pour l'interdiction stricte avec un contrôle d'identité. Cependant, ces lois reposent sur l'âge déclaré à la création du compte, signifiant qu'il suffit à l'utilisateur de se vieillir pour passer outre la régulation. C'est notamment ce qui s'est passé en Corée du Sud. Le pays a tenté dès 2011 une régulation très stricte, une loi surnommée la loi Cendrillon, interdisant l'accès aux jeux en ligne entre minuit et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans. Elle a été abrogée en 2021, jugée inefficace car massivement contournée par la jeunesse. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, le contrôle d'identité à la création d'un compte est une légion. Même lorsque vous faites un compte de fidélité, à l'équivalent local de Leclerc par exemple, vous devez passer un contrôle d'identité vérifiant votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, ainsi que votre numéro de citoyen indiqué sur votre carte d'identité nationale. Afin de contourner la régulation, les jeunes utilisaient simplement les numéros, les noms de leurs parents, ainsi que le téléphone de leurs parents.
Cela montre donc les limites d'une régulation rigide si elle ne s'impose pas sur l'adhésion sociale et des mécanismes de contrôle réalistes. C'est donc une réalité. Aucune plateforme ne peut déterminer si un utilisateur a bel et bien moins de 15 ans sans un processus d'identification clair, précis et rigoureux. Actuellement, plusieurs solutions sont envisagées. L'analyse faciale par de l'intelligence artificielle, via un selfie, une technologie promue par la start-up anglaise Yoti et actuellement testée sur Instagram d'ailleurs. Ou alors, quelque chose de bien plus terre-à-terre, la présentation d'une pièce d'identité, soit directement sur la plateforme ou alors via un prestataire tiers. Ces solutions, au-delà des limites techniques, notamment la fiabilité de l'estimation de l'âge via l'utilisation de l'intelligence artificielle, comportent une réelle problématique de vie privée. Les réseaux sociaux détiennent sur leurs serveurs des données sensibles sur l'identité des utilisateurs, des informations aux conséquences possiblement dramatiques en cas de piratage de la base de données. D'autres solutions sont étudiées, ce que je mentionnais un peu plus tôt, l'utilisation de services tiers afin de vérifier l'âge des utilisateurs. Un petit peu comme lorsque vous créez un compte sur une banque en ligne, la banque utilise ce qu'on appelle un service tiers, une autre entreprise est mandatée et spécialisée dans le contrôle d'identité. C'est à eux que vous envoyez vos informations telles que votre carte d'identité, votre passeport et le scan, le selfie, la petite vidéo où vous devez bouger votre tête pour vérifier que vous correspondez bien à la personne détenant le passeport. Ensuite, un jeton validant ou invalidant la véracité des informations est envoyé à l'application, la banque ou ici la plateforme réseau social pour déterminer ou valider votre inscription en disant effectivement cette personne a plus de 15 ans, effectivement cette personne est qui elle prétend être. C'est en effet l'apprentissage réel de ce qui s'est passé en Corée du Sud. Fausser son âge est très simple, une étape complémentaire se doit donc d'être mise en place. La vérification des données biométriques, et cela pour tous les utilisateurs. Il est sinon bien trop facile de s'inscrire sous le nom d'une autre personne et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est donc à partir de là que le débat commence à dériver sur l'anonymat en ligne. Allons-nous le garder encore longtemps ? En 2024, Pavel Durov, fondateur de l'application Telegram, est arrêté en France. Les autorités lui reprochent d'avoir laissé prospérer sur sa plateforme des activités illicites comme la vente de drogue, le trafic de données personnelles et bien d'autres crimes. L'accusation pointe l'opacité de Telegram, notamment ses groupes chiffrés et anonymes, et réalise un changement de paradigme en ligne. À défaut de pouvoir identifier les auteurs, c'est désormais le dirigeant de la plateforme qui est tenu responsable. Le parquet a demandé à Durov de mettre en place une identification vérifiable des administrateurs des groupes publics de plus de 1000 membres, ainsi qu'un système de retrait accéléré des contenus illégaux signalés par les autorités judiciaires. Durov refuse dans un premier temps, invoquant la neutralité technique de sa plateforme, mais n'aura d'autre choix que de mettre en place ces solutions afin d'être libéré. Cela envoie un message fort. L'anonymat total, c'est terminé. Ce contrôle systématique de l'identité d'une personne si la communauté s'agrandit, peu importe le thème du groupe, est vu par certains comme les prémices d'une généralisation du contrôle global des contenus et de l'identité des utilisateurs. Ce débat fait notamment rage actuellement en Suisse, où une proposition de loi contraint les fournisseurs d'accès à Internet à contrôler et stocker l'identité de leurs clients de façon très précise. De même, l'an dernier, un projet de loi demandait la fin de l'utilisation des pseudos en ligne et la généralisation de l'utilisation de l'identité réelle, du prénom et du nom de l'utilisateur sur les forums en ligne. Supprimer l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes peut représenter des risques. Qu'on le veuille ou non, cela restreint leur possibilité de communication dans un monde toujours plus digital, mais aussi limite l'accès aux connaissances accessibles sur Internet. Car oui, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que le mal qui se cache. Les communautés en ligne seront aussi plus difficilement accessibles, alors que ces dernières peuvent servir de refuge à certains, que ce soit les personnes victimes de violences domestiques ou les personnes victimes de harcèlement. Des groupes en ligne sont souvent un support permettant à ces jeunes de s'échapper de la réalité, de trouver de l'aide aussi pour se sortir de la misère. Ce même sujet s'étendrait naturellement si une mise en place d'un contrôle d'identité généralisé
été mises en place. En effet, reprenons l'exemple de Telegram. Si un créateur de groupe ouvert, public, avec plus de 1000 inscrits doit vérifier son identité, cela mettrait à risque les lanceurs d'alerte, qui souvent restent anonymes, des dissidents politiques, et même des citoyens ordinaires souhaitant débattre sans crainte de représailles personnelles ou professionnelles. Et si vous pensez qu'un État n'oserait ficher sa population, sachez que la France est l'un des pays avec la plus grande centralisation des données sur sa population au monde. D'ailleurs, la France ne semble aussi pas hésiter à s'immiscer dans la gestion des réseaux sociaux, comme l'atteste l'accusation d'ingérence de la France dans les élections roumaines, ayant demandé à Telegram de fermer les groupes soutenant le candidat conservateur, selon le PDG de l'application. Mais alors, y a-t-il une autre voie? Oui, évidemment. C'est celle de la responsabilité collective et de la responsabilité parentale. Les parents jouent un grand rôle dans l'éducation des enfants au risque du numérique. Tout comme on dit à un enfant, n'accepte pas de bonbons de la part d'un inconnu, refuse toujours de suivre un inconnu dans la rue. Les parents doivent éduquer leurs enfants au risque des réseaux sociaux et contrôler l'utilisation des plateformes par leurs enfants. Les réseaux sociaux, et par extension même le digital, que ce soit un ordinateur, la télévision, les jeux vidéo, sont foncièrement à dose contrôlée, pas mauvaises pour la jeunesse, et donc ne doivent pas être utilisés par les parents comme un outil permettant de divertir l'enfant afin d'alléger leurs obligations parentales, qui sont de prendre soin de leur enfant, de les éduquer, de les divertir. Il existe aussi, bien évidemment, d'autres alternatives qui passeront via l'augmentation du contrôle des contenus publiés en ligne via de l'intelligence artificielle, afin d'améliorer la modération et la suppression des contenus dangereux pour la jeunesse. L'État pourrait même, si on va plus loin, et devrait peut-être, devrais-je dire, imposer un algorithme pour les mineurs. La ministre déclare qu'elle ne veut pas que les algorithmes dictent la vie de nos jeunes. Mais peut-être pourrions-nous dicter l'algorithme à destination des mineurs, afin de mieux contrôler ce qui est proposé à la jeunesse. Ce débat nous renvoie donc à une question fondamentale. À quel type d'Internet voulons-nous appartenir? Un espace public numérique libre mais réglementé, ou un espace privatisé et contrôlé où chaque mouvement est tracé? L'intention de protéger les enfants est légitime, et face aux dégâts causés par les réseaux sociaux, l'inaction n'est plus une option. Mais la solution technique envisagée entraîne un basculement profond. Le risque n'est pas une simple régulation, c'est un changement de paradigme, passer d'un Internet fondé sur la liberté à un Internet fondé sur le contrôle. L'histoire d'Internet s'est construite sur l'anonymat, la fluidité, la liberté d'innover et de s'exprimer. Vouloir corriger ces dérives ne doit pas signifier sacrifier ses fondements. La protection des mineurs ne doit pas devenir un cheval de Troie à la fin de l'anonymat. Il est temps de choisir, de débattre, d'imaginer d'autres voies.